Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien chaud. Je ne sais pas vous, mais la musique que Patrick nous a mis au début, je kiffe grave. Ça met une ambiance terrible. Donc du coup, on va voir aujourd'hui, je vous rappelle juste la mission ODS et pourquoi on fait les lives. En fait, la mission ODS, c'est fédérer, promouvoir et participer à l'augmentation de la santé individuelle et collective. Et les participations, on le fait grâce aux services qu'il y a sur ODS et puis aux formations. Puis la promotion, j'ai envie de dire, on l'a fait de plus en plus forte avec notamment la boutique qui est ouverte. Et le fait de fédérer, et ben en fait, l'idée des lives. Tu sais, en fait, j'ai passé 5 ans à à témoigner de mon parcours holistique de santé. J'en ai un peu marre, j'ai envie d'écouter les autres. On s'enrichit tellement avec le parcours des autres que, en fait, fédérer les lives, c'est pour cette raison-là. Tu vois, c'est l'objectif d'entendre les histoires des autres et de voir comment ils ont fait. Pour aujourd'hui, on va voir avec Lisa. Et Lisa, j'aime bien parce qu'il y a un côté, la dimension psy et le lien émotion poussé notamment dans la sclérose en plaques, c'est-à-dire symptômes associés à mettre du sang dessus, et ben elle connaît vachement bien. Donc du coup, j'espère qu'on va avoir la meilleure, on va avoir de belles infos. Et la meilleure, comment dire, le mieux pour en parler, c'est elle. Donc on va voir si tu peux, Patrick, mettre l'écran de Lisa, je suis preneur parce que je suis un peu tout seul en fait. Ben oui, t'es un peu comme un couillon quelque part. Alors, Bonjour Christophe. ça va? Oui, ça va et toi? Je rigole parce qu'effectivement, la musique met l'ambiance, mais après le décompte, là, 5, 4, 3, je me dis, ça fait monter la pression de dire, attends. Ouais, ouais, on va régler, tu sais, on règle. Il y a eu le premier live, on peaufine, et oui, tu as raison, le décompte, il monte la pression. On parle de fait de s'apaiser, apaiser ses émotions, son stress, et ce décompte-là, il est waouh! Ouais, c'est clair. Ouais, il faut qu'on trouve un décompte plus cool. Ouais. C'est Alors, au- vas-y, raconte-nous, parce que j'ai bien envie de savoir le côté comment tu as abordé. Bien sûr, tu vois, j'avais lu un petit peu tu avais écrit un témoignage pour ODS, et notamment, il y avait les grandes lignes. Et le truc qui m'a fait tiquer vraiment, j'aimerais bien en savoir plus sur la partie où tu as ressenti les symptômes et que tu as mis du sens. Ça me touche vachement. Donc, je suis curieux de t'écouter. Avec plaisir. En fait, je reviens, ce que j'aime beaucoup, c'est ton parcours, ton discours sur la notion de thérapie holistique ou la Mhm. notion de parcours holistique. Ce qu'on entend par holistique, c'est s'intéresser en fait aux différents corps que l'on peut avoir, qui sera, enfin, aux différents corps. Déjà, il y a le corps mental. Donc, le tout premier, c'est le mental, c'est la psyché, c'est, vous savez, ce mental omniprésent dans lequel on ressasse, on pense, on est à C'est fond clair. actif, etc. Après, il y a le corps émotionnel pour arriver au corps énergétique et en dernier, le corps physique. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça le côté holistique. Et donc, effectivement, quand on parle de soins holistiques, de thérapie holistique, en fait, c'est une thérapie qui va s'adresser à tous ces corps-là. Moi, pour le coup, celui qui m'a vraiment intéressée dès le début, ça a été lorsque j'ai été diagnostiquée, donc j'avais 23 ans, j'étais toute jeune, c'était un gros point d'arrêt. Pardon? Ouais, c'était en 2009, je crois. En 2009, c'est ça. C'est vrai que ça a été un gros point d'arrêt dans ma vie et quelque part, en plus, je vivais à l'étranger. Enfin, il y avait beaucoup de décisions à prendre à ce moment-là. Et quelque part, moi, la seule ressource que j'ai trouvée à ce moment-là, ça a été émotionnellement et psychologiquement, ça va pas. C'était très, très lourd, très, très compliqué à porter. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, Ok. beaucoup d'appréhension de ce futur qui me paraissait complètement bouché, de me dire, voilà, j'ai 23 ans, mon corps s'arrête, il y a un point d'arrêt. Et je connaissais déjà, j'avais déjà fait une première thérapie à 18 ans. Et je suis allée sur le côté accompagnement au niveau psychologique. Et en fait, quand on accompagne au niveau psychologique, quelque part, ça vient aussi accompagner au niveau émotionnel. Donc, les deux se Ok. mettaient en sens. Et donc, en travaillant sur la partie entièrement psychologique et donc indirectement aussi au niveau émotionnel, parce que plus je m'apaisais psychologiquement, plus je mettais
en lumière certaines de mes blessures, comme l'abandon, comme des choses, le manque de confiance en soi, qui est fondamentalement aujourd'hui avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Le manque de confiance en soi, la façon, le fait d'avoir très peur du jugement, des critiques, d'avoir du mal à faire des choix. En fait, toutes ces choses-là, au niveau psychologique, je les retrouve beaucoup dans les maladies auto-immunes et surtout dans cette notion d'avoir du mal à ce qu'on appelle souvent dans la symbolique de la maladie auto-immune, c'est le fait une maladie auto-immune, c'est quoi? C'est ton corps, ton système immunitaire qui vient détruire une partie de toi. Ouais, c'est clair. Donc, quelque part, au niveau psychologique, j'ai envie de dire, on retrouve souvent, et j'ai été beaucoup comme ça quand j'étais plus jeune, on retrouve souvent des personnes qui ne s'acceptent pas, qui ne s'autorisent pas à être elles-mêmes, qui, quelque part, vont tellement s'écraser, tellement s'aplatir parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, que ça rejoint à nouveau ce côté, après tout, le corps, il finit par se retourner aussi contre nous-mêmes si on descend les différents étages. Moi, tu pourrais répondre à un truc, j'y pense. Qu'est-ce qui a fait que tu as été vers cette voie-là? On sent que tu as senti que tu étais appelé vers le psy. Qu'est-ce qui se passait en toi? Parce que Pourquoi je suis tu t'es pas tourné passionnée. vers l'alimentation, etc. Classique que tout le monde fait d'habitude. Qu'est-ce qui fait Pourquoi je que ne suis pas allée vers tu quoi, as pardon? senti l'alimentation, les classiques? Pourquoi tu t'es senti attiré vers le psy? Tu as écouté ce que tu sentais. En fait, ça s'est joué sur deux choses. C'est-à-dire que premièrement, ça a été qu'est-ce qui sera juste pour moi de mettre en place par rapport à cette maladie, mais comment je peux savoir ce qui est juste pour moi si je ne me connais pas. Donc, premièrement, et si j'allais d'abord me connaître en thérapie pour après trouver ce qui me conviendra le mieux. La thérapie, c'était comme la base de la base, c'est comme faire les fondations. Après, les fondations d'une maison, en fait, c'est je me connais, je sais comment je fonctionne, je connais mes blessures, j'apprends à guérir de mes blessures émotionnelles, j'apprends à poser le socle et à partir de là, une fois que ce socle-là est bien posé, alors je peux aller du coup aller m'occuper un petit peu plus, donc je sais ce dont j'ai besoin. À partir de là, ça a été l'acupuncture était OK pour moi. Oui. Du coup, l'objectif était de te connaître mieux. C'est ça. Et de mettre du sens. Moi, je suis très branchée sens de la vie, sens de ce qui nous arrive, sens des épreuves. En fait, pour moi, il y avait cette certitude profonde et j'ai beaucoup d'optimisme dans la vie, beaucoup d'optimisme et de foi en ce qui nous arrive et ce qui nous attend. Et j'avais cette certitude de si ça t'arrive, ça a forcément un sens et que tu as quelque chose à apprendre de ça et donc quelque chose peut-être à en faire par la suite. Et donc la question était plutôt d'aller chercher mettre du sens sur cette maladie et sur ce qui était en train de m'arriver, avant toute chose. D'accord. Ok, d'où la recherche de le chemin du psy, la partie psy. Exactement. Okay. Qui en fait a fait que à partir du moment où la partie psy commençait à s'apaiser, c'est descendu aussi au niveau émotionnel. Donc le niveau émotionnel s'apaisait, donc moins de peur, moins d'anxiété, moins de colère, moins de plein de choses. Et du coup, après, c'est descendu, en fait, c'est par palier, si tu veux, c'est descendu après au niveau énergétique, où là, après, je suis allée voir des énergéticiens. Je suis allée aussi travailler sur la partie énergétique parce que ça, c'était un domaine que je ne maîtrisais pas et sur lequel il faut faire appel à des personnes qui sont qualifiées là-dedans. Et en même temps, je m'intéressais au corps. C'est vraiment un effet descendant. C'est comme si, en s'intéressant qu'au corps, si on part, moi, je suis très branchée corps-esprit. Si on ne travaille que sur le corps, ça va apaiser le corps. Mais si la cause de cette maladie au niveau émotionnel, au niveau psychologique n'est pas réglée, quelque part, peut-être que même le corps va s'apaiser, va aller mieux sur cette partie-là. Mais pourquoi est-ce que ça ne reviendrait pas autrement dans les maladies psychosomatiques si la cause n'est pas réglée? On est bien sur la partie, la cause. Moi, je suis sur la cause esprit avant tout. Moi, c'est ma manière de travailler. C'est ce qui était juste pour moi. Encore une fois, je dis toujours que ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Je ne suis pas à dire que je détiens la vérité. Jamais je détiendrai la vérité. Ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que je les aide à découvrir leur propre vérité à elles, ce qui est juste pour elles. D'où le fait que quand on parle de cette notion de corps-esprit, une personne qui est convaincue qu'un traitement allopathique va lui faire du bien et que c'est ça la seule chose qui va lui faire du bien, il ne faut surtout pas qu'elle ne prenne pas de traitement allopathique. Il ne faut surtout pas qu'elle arrête son traitement. Parce que le mental, le cerveau, la psyché va faire en sorte que quelque part après, ça va la mettre en danger. Donc, c'est vraiment d'où l'intérêt d'accompagner chaque personne et que chaque personne puisse se dire
qu'est-ce qui est juste pour moi, de quoi moi j'ai besoin. Tu parlais de l'alimentation, il y a des personnes pour qui c'est très justifié l'alimentation, pour qui ça met beaucoup de sens. Moi, j'ai toujours eu une alimentation équilibrée depuis que j'étais toute jeune, j'ai toujours fait très attention de moi-même en me connaissant, en m'écoutant, je limite la viande parce que je suis pas très fan, je limite les produits laitiers parce que je me suis toujours rendu compte que je digérais pas très bien, j'essaye de faire attention au gluten, mais dans ce que je suis contre le fait, enfin, ça ne me correspond pas d'éliminer complètement quelque chose de mon alimentation. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est la même façon qu'au niveau psychologique, c'est un petit peu tout, mais avec modération. C'est savoir jouer la modération sur tout, en fait. Mais c'est ma En fait, manière de voir. la démarche, c'est d'harmoniser l'esprit de la personne avec ce qui est pour elle et ce qui est juste. Exactement. D'accord. Peu Moi, importe l'acupuncture, oui, l'endroit, peu importe la pensée. Peu importe la pensée, que ce soit le fait de prendre de la médecine allopathique, le fait de changer d'alimentation, peu importe. L'important, c'est exactement. l'harmonisation. Ok, Mais d'accord. l'harmonisation à condition de savoir ce qui est juste pour nous. Très souvent, les personnes, lorsqu'elles elles ont été diagnostiquées, c'est normal, c'est la peur, c'est l'instinct primaire, c'est le réflexe de survie, c'est le cerveau reptilien qui Oui, se met en marche où on n'a que deux possibilités, c'est fuir oui, ou se battre. Et du coup, en fait, c'est le cerveau reptilien qui se met en place et on oublie complètement de raisonner en tant qu'adulte avec les différentes possibilités. Et on va se précipiter vers la première chose parce que le bouquin Intel a dit que ça, c'était la solution pour guérir, que ça, c'est la oui. solution miracle, que ça, c'est ce qui va vous faire sortir de la maladie. Et du coup, Ça, je on va se confirme. précipiter là-dessus et mettre en place des choses qui peut-être ne sont pas du tout adaptées à nous. J'ai longuement échangé avec une naturopathe qui disait tous ces régimes détox qui sortent, j'ai fait un régime détox pour mon corps, pour assouvir mon corps, pour alléger mon corps. Mais il y a des personnes pour qui le détox, il y a des saisons pour le faire. Il y a des personnes qui ont un terrain à qui ça ne convient pas du tout. Il y a des personnes à qui il faut surtout pas et qu'elles n'arrêtent de manger de la viande complètement parce qu'il faut certaines protéines, parce qu'il faut certaines choses. Donc, se lancer dans le fait d'aller et de faire attention à son corps au travers de la nourriture, ok, mais à condition d'être accompagné, de savoir vers qui aller pour se dire, les naturopathes, par exemple, font ça très bien, de se dire, de regarder le terrain de la personne, qu'est-ce qui est juste pour elle par rapport à ce qu'elle est, par rapport à son terrain biologique, par rapport au corps, et de dire, par rapport à ça, voilà le régime qu'il vous faudrait. Bon, je ne suis pas naturopathe, je ne pourrais pas aller plus loin sur le sujet parce que Bien je ne sûr. vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais c'est pareil, tout ce qui est niveau psychologique, émotionnel, c'est d'abord déblayer un petit peu tout ça, guérir, voir un petit peu ses blessures, comprendre comment on fonctionne, et après, petit à petit, quand on descend sur les différents corps, après, aller travailler sur le terrain biologique et sur la partie physique. Dans ma Aussi, vision, il oui. y a un truc qui m'interpelle, c'est le côté, dans ton cas particulier à toi, comment tu as fait pour faire le lien entre le symptôme, le corps, et puis la blessure psychique éventuelle? Alors, il a fallu du temps et du travail en thérapie Bien pour sûr. moi pour arriver après avoir le recul pour comprendre ce qui s'est passé. Et les dernières poussées que j'ai faites, j'en ai fait une il y a 6 ans, j'en ai fait une en mai dernier. Je me connaissais suffisamment pour me dire, je sais pourquoi elle est là, je sais ce que mon corps est en train de me dire. En Ok, fait, les deux premières poussées, je les ai faites très rapprochées, à 3 mois d'intervalle. La d'accord. toute première, je suis passée par le parcours allopathique parce que j'avais voilà les interférons, enfin pas les interférons, mais les bonus de cortisone parce que j'avais que Oui, ça. C'était en 2000, c'était en 2009. Voilà, j'avais que ça. Et la deuxième, quelques mois après, entre-temps, j'avais rencontré une acupunctrice qui m'a dit, moi, je peux essayer avec l'acupuncture de faire quelque chose pour toi. Et l'acupuncture a très bien fonctionné pour moi. C'était un petit peu un test. Si ça n'allait pas, je retournais à l'hôpital pour me faire d'autres bolus. Au final, l'acupuncture m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai commencé une thérapie en décodage biologique avec un grand praticien à Montpellier qui est décédé aujourd'hui, qui ne faisait que du décodage biologique. Avec le ok. côté trop que décodage biologique, mais ça m'a sauvé. Moi, personnellement, ça m'a fait mettre beaucoup de sens et de compréhension sur ce qui se jouait pour moi. Oui, Donc, en gros, l'acupuncture que tu as faite, elle agissait comme la médecine allopathique, comme le bolus de cortisone, plus sur la conséquence, sur le symptôme. c'est Tandis que ça. le décotage biologique, tu cherchais la cause. Tu commençais à chercher Exactement. la cause. Ok. Exactement. En fait,
je dis, c'est un petit peu, comme je dis, un petit peu de tout avec modération. Que du mental, ça résoudra rien. Si on est que sur la thérapie verbale, psychologique, comme moi je fais l'accompagnement, ça ne résoudra rien. Il y a quand même le terrain biologique, il y a quand même quelque chose au niveau du corps à faire. Donc après, c'est d'aller piocher un petit peu tout. Mais si on travaille que sur le corps et qu'on n'a pas réglé le problème de fond très souvent qui est au niveau psychologique, psycho-émotionnel, etc., la blessure, que le corps, à un moment ou à un autre, peut-être que le symptôme-là va s'apaiser, mais il va ressurgir d'une autre façon. Et si on n'a pas aussi travaillé en énergétique, au niveau de nos énergies, de plein de choses que les énergéticiens vous pourront vous parler mieux que moi, pareil, en fait, c'est cette notion d'allopathie, c'est les 4 corps qu'il y a, psycho, émotionnel, énergétique et au niveau physique. Et l'intérêt d'être dans un accompagnement holistique, c'est de pouvoir toucher un petit peu à tout à différents moments en fonction de ce dont on a besoin. Après, il y a des personnes, par exemple, pendant un certain temps, j'ai plus eu besoin de la thérapie verbale. Par contre, j'étais beaucoup plus suivie au niveau acupuncture, au niveau énergétique, dans d'autres choses. Et puis après, là, moi, en me formant pour devenir psy et aussi maintenant sophrologue dans un deuxième temps, forcément, là, il fallait aussi que je sois moi-même suivie en supervision et encore en thérapie. Donc, en tant que psy, je vais être obligée d'être suivie toute ma vie, ce qui me va très bien parce que j'adore ça. Mais il n'empêche que ce que j'ai dit toujours aux personnes que j'accompagne, c'est qu'à partir du moment où on a une maladie comme ça demande une hygiène de vie irréprochable. Et encore plus si on ne prend pas de traitement allopathique, si on décide, si on fait ce choix-là parce que ça nous correspond. Moi, j'ai mon budget alloué par mois, j'ai ma séance d'acupuncture une fois par mois, même si je vais bien, même si mon corps est OK. J'ai mon cours de yoga une fois par semaine. J'ai mes compléments alimentaires si je sens que, voilà, tiens, un petit peu de magnésium, là, il faudrait. Je vais faire des prises de sang pour voir où j'en suis dans les bilans, au niveau fer, au niveau plein de choses. J'ai tous mes outils de sophro maintenant que je fais régulièrement pour moi. J'ai mon petit carnet du matin où j'écris mes pages du matin. J'ai allé marcher 1 heure par jour dans la nature. Pardon? Oui, c'est une discipline que, d'une certaine façon, tout le monde devrait faire. Tous les êtres humains sur la planète devraient faire. C'est ça, ça empêcherait tellement de maladies d'arriver. Sauf que très souvent, on attend d'être au bout du rouleau pour commencer à prendre soin de soi. C'est ça qui est dommage. Avec le recul que tu as et les cas que tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a certaines maladies qui sont uniquement dues ou quasiment à un manque de discipline et d'hygiène de vie? Bah oui, la nourriture dérègle tellement de choses. La nourriture dérègle tellement de choses. La nourriture d'aujourd'hui devient catastrophique. Les naturopathes vous en parleront mieux que moi parce que c'est pas mon domaine, mais je le vois, tous ces plats déjà préparés, tous ces trucs, c'est le manque de sport, le fait de bouger, c'est le fait de ne pas bouger, c'est énorme. Moi, je vois dernièrement, j'ai développé, j'avais des douleurs sciatiques qui sont revenues. Alors bon, je sais, d'un point de vue psychologique, je sais un petit peu ce qui était en train de se passer pour moi, donc j'ai creusé ça. Par contre, effectivement, à l'époque, quand je travaillais à Paris, je marchais 1 heure à 1 heure et demie par jour parce que dans les métros, dans ceci, dans cela, voire même je faisais beaucoup de vélo, j'allais en vélo le matin au bureau. Maintenant que j'ai mon cabinet à Montpellier à la maison, à part descendre de ma chambre là-haut pour descendre dans mon cabinet en bas, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est que je bougeais moins, j'étais beaucoup moins dans la relation à mon corps. Je faisais un peu de yoga, je faisais plein de choses. Donc, mon hygiène, ça a été, désormais, tu vas marcher, tu te prends dans la journée, au milieu de tes rendez-vous, tu te prévois 1 heure dans la journée pour aller marcher. Depuis, ça va mieux. Bien sûr, voilà. Je vois le côté hygiène de vie. Pour moi, de mon point de vue, hygiène de vie, c'est également un entretien de l'esprit. Tout à fait. Parce qu'on peut très bien développer un blocage dans l'esprit et attendre d'avoir des manifestations dans le corps, alors qu'on aurait pu le traiter bien avant. Parce que je le vois dans les commentaires là. En effet, le côté, c'est dur de faire le point. Peut-être qu'on a moins besoin de faire un gros point quand on le fait régulièrement. On en a déjà parlé, Christophe, toi et moi, c'est qu'il y aura toujours quelque chose où on aura la psyché est faite, elle est là pour nous protéger. Notre inconscient est là pour nous protéger. Il y aura toujours une partie à laquelle on ne pourra jamais accéder tout seul. Parce que le but de la psyché, c'est de garder notre inconfortable confort. Ce que je dirais, c'est qu'en fait, on peut être dans un mal-être, dans quelque chose qui est inconfortable, mais parfois le fait de changer ça, ça fait plus peur
et c'est plus difficile et plus confrontant de prendre le risque, en fait, de changer quelque chose qu'on connaît, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, même si on n'est pas bien. Mais le changement fait peur à tout être individu, c'est naturel, c'est normal. Donc, de soi-même, on n'ira jamais aller jusqu'à occasionner un gros changement majeur même si c'est pour aller vers du mieux. On ne pourra pas. La psyché, en fait, c'est pas qu'on ne pourra pas, nous, consciemment. Consciemment, on pourra dire, j'ai tout fait, je suis prêt, je suis d'accord. Mais inconsciemment, c'est là où ça prend plus de temps. C'est là où on rencontre des résistances en thérapie. C'est là où les personnes, d'un seul coup, finissent par oublier la thérapie, finissent par oublier la séance. On s'approche de quelque chose qui est proche. Et d'un seul coup, hop, ah ben j'ai oublié. Pourtant, ça m'arrive jamais. J'ai complètement oublié la séance. C'est ce qui s'appelle des résistances. C'est l'inconscient qui fait son petit barrage. C'est là où parfois on pense qu'on est sur le point de saisir quelque chose et puis hop, on a le cerveau qui s'embrume, on comprend plus rien, on est perdu, on sait plus où on en est dans le fil de la séance avec la thérapeute. Parce que c'est ce qu'on appelle, c'est les leurres de l'inconscient pour faire du brouillard. Et ça, de nous-mêmes, on peut pas y aller. Et je dis ça, même moi, hein, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, il y aura toujours des endroits où, si je suis pas suivie par une thérapeute, elle va venir mettre le doigt sur quelque chose, je me dis, ah, putain, pourtant, je le savais. Celui-là, je ne l'avais pas vu venir comme ça. Parce que c'est normal. Ma psyché est là pour me préserver. Et même si je ne suis pas bien dans ce que je suis aujourd'hui, il vaut mieux que je reste dans quelque chose que je connais plutôt que de bouger et prendre le risque d'aller vers quelque chose qui pourrait être pire. Dans la représentation de ma psyché. Hein. Même si moi, consciemment, j'ai compris que ça peut être bien. Dans l'inconscient. Dans l'inconscient, tout à fait. C'est ça la magie de la thérapie verbale. Après, au fur et à mesure, ça ouvre des portes, ça permet de se comprendre, de plein de choses. Et puis encore une fois, moi, je pratique beaucoup ce que j'appelle la thérapie brève. C'est pas des thérapies. Le but, c'est que la personne devienne autonome. Je propose plein de petits outils pour que la personne puisse travailler sur elle entre chaque séance. Le but, on n'est pas parti pour, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse, effectivement, c'est des accompagnements de 10 ans. Et dans l'inconscient collectif, on a cette image de la thérapie, si je mets le petit doigt, j'y suis jusqu'à la fin de ma vie. Non, les thérapies brèves, c'est 1 an, c'est quelques mois. Parfois, on a épluché une couche de l'oignon, on se dit, ah bah c'est bon, là j'ai compris quelque chose, en fait c'est bon, je peux m'arrêter. Et puis on y revient des années plus tard. Moi, j'ai fait ça. Quand je dis que ça fait 10 ans que je travaille sur moi, j'ai fait une thérapie d'1 an et demi jusqu'à à 18 ans. Après, j'ai arrêté pendant plusieurs années. Quand je suis tombée malade, j'y suis retournée. J'ai refait un peu plus longtemps. Après, j'ai arrêté, puis j'y suis retournée. Et il y a vraiment là, en devenant psy, que j'y suis un peu plus régulièrement, mais c'est 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. C'est de la supervision pour m'accompagner moi par rapport à tout ce que j'accompagne aussi. Bien sûr, tu pourrais peut-être dire pour les personnes qui regardent le côté, comment tu as vu dans ton cas particulier, concrètement, que lorsque tu agissais sur une partie esprit, tu mettais du sens, tu avais des résultats dans le corps direct? Alors, pas direct, c'est très long. En fait, l'information, de la même façon qu'une maladie au niveau de la psyché, pour une maladie, elle va se construire, va mettre beaucoup de temps. Souvent, si tu regardes bien, très souvent, les personnes ont ce truc d'avoir eu plein de signaux, de petites alertes, de petites choses. Ah ben oui, pourtant, il y avait des trucs qui n'allaient pas trop bien. Ouais, je faisais des insomnies, je faisais ceci, je faisais cela, etc. Donc, la psyché, elle va commencer à bloquer, il va y avoir des choses où ça va pas aller. Une fois que ça, ici, c'est plein, alors ça va commencer à descendre dans le corps. Mais au début, par des toutes petites à-coups, des tout petits trucs. Donc, de la même façon que c'est très long avant d'arriver au gros séisme physique corporel, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose pour le fait d'aller mieux. Donc, d'où le fait de s'intéresser après au corps tout de suite. La dernière poussée que j'ai fait, c'était en mai. En mai de l'année dernière, 2020. C'était en fait une partie où, dans mon boulot, ça n'allait plus du tout. Il fallait que je prenne la décision de me lancer. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de peur. Je venais d'acheter une maison. Il y avait plein de choses qui étaient très compliquées pour moi. Et dans mon côté, madame veut tout faire, veut tout bien faire, je commençais à suivre des personnes. Donc, j'accompagnais déjà. Je travaillais toujours à plein temps dans mon ancien boulot. On me demandait de continuer à voyager. J'achetais une maison. Enfin, il y avait plein de choses. Et je pouvais pas être partout en même temps. Donc, j'étais au stade du burn-out. Mais c'était quelque chose que j'arrivais pas à voir. Comme je disais, l'inconfortable confort. C'est-à-dire, si je quitte pour aller vers quelque chose que je ne connais pas, pourquoi je ferais ça? Alors que là, même si je suis pas bien, je connais. Là, au moins, je sécurise ça. Même si je suis à la ramasse, je connais. Exactement. Et mon corps a lâché. C'est-à-dire que ma jambe gauche, d'ailleurs, symboliquement, la jambe gauche, le côté émotionnel, etc., commençait à lâcher. J'avais de la spasticité dans ma jambe. Je n'arrivais pas à marcher. Elle s'échappait.
oui, en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais déjà en thérapie, donc du coup, je suis allée discuter qu'est-ce qui se passait pour moi. Le fait de devoir faire un véritable choix de vie, choisir, c'est renoncer. C'est aussi ça, hein, choisir, c'est renoncer. Le confort d'une vie salariée pour me lancer en tant qu'entrepreneur, de plein de choses. Donc, c'était un choix que j'arrivais pas à faire parce qu'il y avait plein de peurs, plein d'insécurité, etc. Donc, quelque part, bah, ça faisait un petit moment que j'avais eu des à-coups, des mini burn-out. Ça faisait 6 ans que j'avais pas fait de poussée, mais dernier temps, mon corps, il lâchait beaucoup d'insomnie, de choses, d'anxiété qui traînaient depuis 1 an, 2 ans. Donc, quelque part, mon corps, il arrêtait pas de lancer des à-coups en mode ça va pas, faut que tu prennes une décision, ça va pas, ça va pas. Jusqu'à ce qu'en mai dernier, après le confinement qui, moi, m'a fait énormément de bien parce que d'un seul coup, je pouvais lâcher tout ça, ne plus voyager, prendre du temps pour moi, retrouver une hygiène de vie, et ben, il y avait la place. Et donc, d'un seul coup, poum, parce qu'il y avait la place, mon corps, il s'est un petit peu assagi et il a lâché en disant, ah bah là, je peux lâcher prise. Je peux lâcher, je peux te sortir un gros truc qui te montre que ouais, t'es pas sur le bon chemin là du tout. Donc, j'ai fait ça. Par contre, comment, une fois que ma jambe ne répond pas, je ne vais pas rester à attendre que, bah oui, j'ai compris, ok, mais en attendant, là, mon corps, il ne va pas bien, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, c'est là où je suis, parce que moi, ça me correspond, c'est là où je suis retournée en acupuncture. Et je faisais l'acupuncture une fois par semaine pendant 1 mois et demi, jusqu'à ce que petit à petit, ça se remette. Après, ça a mis un peu plus de temps à se remettre. Donc, j'ai mis en place mon hygiène de vie, tous ces points-là, et petit à petit, au bout de quelques mois, c'était revenu entièrement naturellement. Et puis aujourd'hui, je cours, je fais mon jogging, je fais ma marche, parce que la sciatique était là, donc je refais tous mes petits points. Donc, j'ai tout récupéré. Mais lorsque le corps ne va pas bien, il n'y a pas que l'émotion. Tu as senti en fait que le bienfait sur l'esprit, il y avait concrètement le corps qui était mieux. Oui, mais sur du plus long terme. Quand le corps bug, quand le corps se met à bugger, là, par contre, il faut vraiment agir au niveau corporel tout de suite. Si on est, par exemple, si on est en insomnie, imaginons, on est en dépression. Bien sûr que oui, il faut qu'on ait un accompagnement psychologique. C'est très bien qu'on ait un thérapeute. Mais moi, j'ai une personne qui vient, qui est dans un gros état de dépression et qui est dans un gros état de dépression, à qui je fais faire le questionnaire de Beck pour voir où est-ce qu'elle se situe. Si elle a un résultat qui est très fort, juste la thérapie verbale telle que je vais la pratiquer, ça va prendre trop de temps. Il faut qu'elle soit médiquée. Je la renverrai vers un psychiatre pour qu'elle puisse avoir des médicaments pour apaiser, pour pas que ça bascule complètement après et que ça devienne et qu'après, qu'il y ait un passage à l'acte. De la même façon, une personne qui fait des crises d'angoisse à répétition, bien sûr que oui. Après, on va mettre du sens. On va prendre le temps avec la thérapie verbale. Ça prendra bien un petit peu de temps, de séance en séance. Peut-être même que plutôt que de faire une séance toutes les 2 semaines, comme je fais normalement, je vais faire une séance par semaine pour qu'elle soit vraiment accompagnée. Mais dans les crises d'angoisse très fortes, vu qu'il y a une sensation lorsqu'on est au paroxysme de la crise d'angoisse, il y a une sensation de mort imminente. C'est tellement violent à vivre pour la personne qu'il faut qu'elle puisse avoir quelque chose, un traitement médical pour s'apaiser. Donc, c'est un petit quart de l'exemple. Ou autre, parce que je sais qu'il y a d'autres traitements, il y a des psys qui bossent beaucoup avec les fleurs de bac ou les plantes, mais du coup, tu as beaucoup de rapports avec des médecins? Oui, oui. Je travaille, en fait, j'ai des médecins. Alors, j'ai des rapports. Souvent, pour les médecins, il y en a qui sont pas du tout ouverts à tout ce qui est psycho. Donc, pour eux, ça les intéresse pas vraiment. Donc, mais effectivement, j'ai toujours un contact de psychiatre au cas où j'ai une personne qui soit ou que je vais accompagner, mais pour qui il faut d'abord aussi peut-être en référer à un côté médical. Après, si elle veut pas, elle veut pas. Moi, je n'impose rien. Je propose. Bien sûr. C'est comme tu dis, la personne qui me dit je fais de l'angoisse mais je veux absolument pas prendre d'anxiolytique, ok, très bien. Par contre, je donne quand même la possibilité de contacter un médecin, je donne la liste en disant voilà, au vu de, vous ne pouvez pas rester juste avec de la thérapie verbale, même si je fais aussi de la sophrologie, etc. Mais au vu d'eux, il faut peut-être, en tout cas, il y ait aussi un accompagnement au point du corps. Là, par contre, c'est soit un médecin qui va vous donner alors des fleurs de bac, très justement, des fleurs de bac, des huiles essentielles. Il y a plein d'autres choses. Un naturopathe qui, lui, aura cette connaissance-là que je n'ai pas. Donc, c'est là où tu travailles, en fait, avec... Le but du thérapeute, c'est de travailler toujours conjointement avec d'autres personnes parce que quand tu parles de thérapie holistique ou d'accompagnement holistique, on est tous complémentaires les uns aux autres. Chacun sa spécialité, chacun sa spécificité. Moi, toute seule, c'est pas moi qui vais permettre que la personne aille mieux. Moi, je vais donner des pistes pour qu'elle se connaisse mieux, pour qu'elle ait plein d'outils. Par contre, quand il faut passer au niveau du corps, je vais renvoyer vers des personnes qui sont spécialisées dans le corps. Et du coup, dans ton parcours, en fait, il y a un moment,
Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que tu étais beaucoup plus stable dans l'ensemble? Oui. Ben, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu le propre, et ça, c'est vraiment très cette vision occidentale de laquelle j'invite vraiment les gens à sortir. Et parce que on est conforté dans cette idée-là, dans notre modèle, dans nos modèles occidentaux, et surtout dans la manière, avec nos médecins, etc. C'est, je te donne un médicament et tu vas guérir. Et ça, pour moi, c'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est que ce que les personnes attendent, c'est si vous m'accompagnez, alors derrière, ça y est, tout sera fini. Non. Yes. En fait, une maladie qui est arrivée, il y a un dérèglement. Peut-être que la sclérose en plaques, quelque part, on n'en guérit pas, on n'en guérit jamais. Par contre, on peut vivre plus en apaisement avec elle. Peut-être, je sais pas. Moi, je vais Ouais, très très bien. Mais il n'empêche que ça faisait 6 ans que j'allais très bien. J'étais très stabilisée sur plein de choses. J'ai refait une poussée. Mon corps est venu me reparler. C'est juste qu'à chaque fois, au fur et à mesure que tu te connais, tu es en mesure de le voir de plus loin. Quand je dis que je suis apaisée, c'est-à-dire que oui, je vis en apaisement complet depuis maintenant 7 ans. Ça fait 12 ans que j'ai cette maladie. Ça fait 7 ouais. ans que je vis en véritable apaisement, en lien avec mon corps, en étant très bien avec cette hygiène de vie. Mais il n'empêche que parfois, ben, comme tout être humain, ben, ça déraille parce que tu vas vivre quelque chose dans ta vie qui va te faire te repositionner. C'est comme un Ok. oignon qu'on épluche, il y a plein de couches, il y a tout le temps des couches différentes. Yes. Et chaque fois qu'on enlève une couche, ça fait pleurer, hein. On va pas se mentir. Pour les oignons, c'est Et pareil. par contre, du coup, le temps de se remettre d'un déséquilibre, tu vas plus vite maintenant. Certainement. D'accord. Ouais, Le on fait va de plus vite savoir parce ce qui qu'on se se passe pour connaît moi, mieux. j'en sors plus vite et avec plus de sérénité, on va dire. C'est-à-dire que la poussée que j'ai eue au mois de mai, Ok. je l'ai prise avec beaucoup de sérénité et beaucoup plus, ok, on est là comme ça, ben c'est ok, ben voilà, c'est surtout maintenant, je sais plus vite mettre en place qu'est-ce qui va être ok pour moi là maintenant, en fait, de quoi j'ai besoin D'accord, là ok. pour être bien. Mais après, je Mais te quelle parle, c'est un question? travail qui date depuis 10 ans, donc Bien sûr. c'est pas quelque chose qu'on va avoir en un claquement de doigts et par vague. On a tous dans notre vie, elle n'est pas linéaire. Hein. C'est pas un jour j'irai bien et un jour je serai heureux. Ok. C'est pas Disneyland quoi. C'est on va avoir des moments d'accalmie, puis on va vivre quelque chose. Ça va être un décès d'un parent, un décès, un accouchement, l'arrivée d'un enfant dans une vie, un divorce, une séparation. C'est toujours des Ouais, événements de vie qui vont faire que ça va venir rechambouler un petit peu la machine. Donc, c'est bien normal. sûr. La vie, elle n'est pas linéaire. Elle n'est qu'expérience. Par contre, Ouais, c'est c'est juste par clair. rapport à ces expériences, savoir comment réagir. Ce serait ça l'apaisement que je dirais, c'est au niveau mental qui fait qu'effectivement, quelque part, ça se traduit aussi dans mon corps. Oui, bien sûr, graphiquement, c'est au lieu d'avoir des dents de scie, t'as pas une ligne, mais tu as des courbes, quoi. T'as des courbes. C'est ça. Ouais, t'as lissé, quoi. Et je lis, je pense que c'est plus compliqué quand on est descendu bien bas. Je lisais ce commentaire-là. Euh, oui et non, parce que quand on est descendu bien bas, quelque part, la psyché, elle est plus prête à remonter que quand on est dans un inconfortable confort. Ben, Ok. souvent, pourquoi bouger puisque finalement, ça va encore. Quand on est descendu très bas, moi, je suis descendu très très bas à 23 ans, très 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 bas. Est-ce que Et tu penses que ce que tu traduis là, c'est quoi? C'est quand on est dans les extrêmes qu'on comprend mieux les problématiques? c'est quand on est dans les extrêmes qu'on est plus prêt à bouger. Ok, Et qu'on est d'accord. plus prêt à aller travailler certaines choses et que les résistances, elles seront plus fragiles parce qu'il faut vraiment, on attend qu'une seule chose, c'est d'en sortir, de sortir. Oui, d'accord. Ok. Donc, en gros, le rappel de la vie, il est plus fort. C'est un peu ça. Ben, la pulsion de vie, elle est Ok. là. Elle va avoir plus de possibilités de se manifester que quand on est dans ce que j'appelle un inconfortable confort. C'est-à-dire que c'est pas D'accord. terrible, c'est pas ouf. Il y a des petits à-coups, mais j'ai pas touché le fond. Donc, bon, Je ça peut tellement connais. être pire que je vais pas trop chambouler de choses. Yes. Ah oui, ok. Alors que quand on C'est a un peu vraiment comme touché pour le fond, l'image, c'est un peu comme si on prenait des petites claques et quand c'est une grosse claque, bah, il faut qu'on bouge. ben, c'est un peu ça en fait. Ouais, c'est des D'accord. petites. Bon, ça va, c'est des petites, c'est des petites. Si je prends l'exemple d'une femme battue, je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient naturellement. C'est des petites claques régulièrement, tous les jours, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas terrible, mais bon. En fait, si jamais je pars, ça peut être pire derrière, donc je sais pas. Et puis un jour, il a failli me tuer. Alors là, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose, parce que là, on est arrivé dans un truc où, en fait, il faut que je bouge. Ouais, inconfortable confort, c'est très vrai. La comparaison est pas terrible, mais je sais pas, c'est celle qui m'est venue naturellement. Ouais, ouais, yes, yes. Ouais, non, mais ça se tient.
Est-ce que tu penses que toi, parce qu'on est en train de parler de psychosomatique, est-ce que tu penses que tout symptôme physique est lié à l'esprit? Ma croyance, elle est là-dedans. Ok. Maintenant, je pourrais. C'est très. Oui, pour moi, ma croyance, elle est là-dedans. J'ai beaucoup travaillé en décodage biologique dans plein de choses, dans les formations que j'ai faites, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être médecine chinoise, tous ces points-là. Ma croyance est là-dedans, c'est que c'est la psyché, mais parfois c'est même pas. Alors, moi, je travaille beaucoup en psychogénéalogie avec les mémoires familiales, l'inconscient familial. Ok. C'est-à-dire que parfois, Mhm. ça va même plus loin. Pour expliquer juste la psychogénéalogie, pour expliquer un petit peu ce qui peut se passer, je donne toujours cet exemple-là. Imaginez un homme et une femme juste avant la guerre de 14. Ils arrivent à faire un mariage d'amour. À cette époque-là, on se mariait pas trop par mariage d'amour. Hein. On travaillait, c'était pas trop c'était plutôt des mariages arrangés. La femme tombe enceinte et pendant qu'elle est enceinte, l'homme part à la guerre. Et il décède très rapidement dans les premiers. Donc, ça veut dire que pendant qu'elle est enceinte, elle va avoir une tristesse énorme, terrible. Elle va être très, Bien. très malheureuse. Elle perd l'homme de sa vie. Elle est enceinte d'un bébé. La guerre est là. C'est terrible, etc. L'enfant va venir au monde en étant empreint de cette tristesse. Il va être éduqué d'une manière avec beaucoup de tristesse. Et puis, si jamais je tombe amoureux, ben, la personne peut mourir à tout moment. L'amour, c'est dangereux. Je vais beaucoup souffrir. Bien Donc, on va sûr. avoir ce petit jeune homme, on va dire que c'est un jeune homme, qui va venir avec beaucoup de tristesse, élevé par une mère qui n'a jamais refait sa vie, qui est très triste. Ce jeune homme, il va avoir deux possibilités. Soit il va rencontrer une madame pleine de joie parce qu'elle vient d'une famille pleine de joie, soit il va rencontrer, comme souvent les semblables s'attirent, une madame Bien. tristesse qui, pour X ou Y raison, a aussi une vie familiale empreinte de tristesse. À eux deux, ils vont se rencontrer. Ils vont faire un enfant qui va pas être élevé dans la joie et la bonne humeur, qui va être aussi avec beaucoup de D'accord. tristesse, beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses, et puis avec plein de croyances limitantes. Une paire de lunettes de si on tombe amoureux, ça peut aller très grave. Si on est, attention, tomber amoureux, c'est plein de dangers. Attention, s'attacher à quelqu'un, c'est le danger. Attention, la vie est pleine de dangers. Et du jour au lendemain, la personne qu'on aime peut disparaître ou il peut se passer quelque chose de très grave. Donc, il va grandir avec un peu comme un prêt à se battre par rapport à plein de dangers qui peuvent aller. Alors que lui, concrètement, il n'a pas eu de danger. Il est né juste après, il est né dans sa vie à lui, il n'a pas de danger. Mais c'était deux parents qui avaient déjà été empreints par du danger. Potentiellement, en plein milieu, il y a aussi la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Hein. Donc, c'est pour te dire, très souvent, Pour en les remettre une couche. dysfonctionnements. Comment? Pour en remettre une couche. C'est ça. Ben, les dysfonctionnements familiaux, il ne faut pas chercher à comprendre. On est dans les grandes. Il faut souvent chercher les grandes épidémies, les grandes guerres. Très souvent, D'accord. c'est là où ça commence à venir bugger. Et puis, du coup, ce monsieur-là va rencontrer une dame, potentiellement Madame Triste, etc., etc. On arrive à notre génération, on a une personne qui vient me voir en thérapie en disant je me sens très triste, je ne sais pas pourquoi, j'ai une tristesse énorme, j'ai plein de peur, et puis j'ai un dysfonctionnement au niveau du corps, et puis il y a plein de choses en fait, mais je ne sais pas pourquoi, moi, je j'ai rien qui va mal dans ma vie. J'ai fait un mariage épanoui, j'ai des enfants, de très beaux enfants, tout va bien, etc. Mais j'ai un fond de tristesse terrible qui n'arrête pas. Je vois le petit commentaire. Un Ah, fond moi de aussi. tristesse terrible. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un super bouquin du docteur Salomon Selam qui s'est spécialisé en psychogénéalogie, la, la, Mhm. la sclérose en plaques, une véritable arnaque transgénérationnelle. Il explique très bien ce que je vous indique parce que pour lui, les maladies Avec le auto-immunes comme la syndrome du sclérose en gisant. plaques, comment? Bien. Avec le syndrome du gisant, je crois. Ouais, le syndrome du gisant, c'est autre chose. Ça peut s'appliquer, ça ne parle pas de la sclérose en plaques. Il en a fait un spécialement sur la sclérose en plaques. Et il te D'accord. parle vraiment de toute cette dynamique-là et à quel point pour lui, c'est très, très lié. Donc, encore une fois, on y met du psycho. Donc, d'où le fait que moi, dans cette dynamique de travailler en psycho, pour moi, c'était très important d'avoir la dimension psychologique, un petit peu du corps avec la sophrologie, donc donc le côté corps-esprit, et la dimension psychogénéalogie, parce que après, bah, pareil, dans mon travail aussi, j'en parle dans toute mon histoire que j'avais mis sur le blog à l'époque où j'étais que blogueuse et que je racontais juste mon parcours. La psychogénéalogie, faire un travail là-dessus sur mes mémoires familiales, ça m'a permis de comprendre aussi beaucoup, 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 beaucoup de choses sur ma sclérose en plaques et sur tous les freins que je pouvais avoir dans ma vie. Donc, en gros, la psychogénéalogie, c'est ce qu'ont vécu les aïeux, qui a été figé dans le corps pour les générations futures. Et après, qu'est-ce que tu en fais de ça? Parce que j'ai envie de dire, si tu as une résistance, mais qui n'est pas de ton vécu,
c'est bien de mettre dessus pour lever les conséquences que tu as. Déjà, en fait, le but, c'est d'en prendre conscience. C'est ça qui est Yes. important, c'est que tout ce qui est inconscient, en fait, l'être humain, par essence, est dirigé à 80% par son inconscient. On a beau, c'est Freud qui a inventé ça, il a révolutionné tout. Avant Freud, tout le monde pensait que bah, l'homme, je suis ce que je pense. Donc, je suis ce que je suis en train de faire là maintenant. Et il y a rien d'autre je suis guidée uniquement par mes 5 sens. Et voilà. Freud, il a mis en place l'inconscient. Et en fait, pour se rendre compte qu'on est dirigé à 80% par notre inconscient, ou 70%, je ne sais plus, et par 80% par nos émotions aussi. Ça, j'en parle beaucoup sur mon blog des émotions et de la manière de travailler avec les émotions. Mais quelque part, ça veut dire que si on arrive à rendre conscient certaines choses, ça permet déjà de pouvoir agir dessus. Le fait de conscientiser, ça met en lumière des choses et de se dire, bah, en fait, ouais, mais ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. Ce fameux monsieur tristesse qui vient me voir en disant je me sens triste, mais je ne comprends pas pourquoi. Regardez un petit peu tout, d'où ça vient dans son arbre généalogique, un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est se dire, en fait, cette tristesse ne m'appartient pas. Et après, avec la sophro, on peut faire des coupures de liens. Et après, s'il y a des énergéticiens qui travaillent là-dessus, il peut aller aussi travailler ça en énergétique. Mais avec la sophrologie, je fais symboliquement des coupures de liens avec des aïeux, des personnes, en fait, dire, ben, ça ne m'appartient pas, cette tristesse. Moi, j'en veux pas. Tout comme cette maladie qui arrive là et qui, quelque part, vient me scléroser dans ma vie et vient m'empêcher d'avancer, ben, ça vient de peurs qui se viennent de bien avant, qui ne m'appartiennent pas et dont je ne veux pas. Donc après, tu peux consciemment décider de faire autrement. J'avais parlé avec une médecin. Le consciemment a une puissance nettement supérieure à l'inconscient, c'est qu'il peut lui apprendre. Tout à fait. Et les secrets de famille font des malheurs, oui, très, 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 énormément. Là, j'en ai des très beaux autour de moi, même dans mon entourage proche, qui sclérosent littéralement. Je ne parle pas de moi pour le coup, mais qui sclérosent la personne et qui l'empêchent de se donner le droit de réussir. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. C'est là où la maladie, parfois, après, vient faire… je vous invite vraiment à lire La sclérose en plaques, une véritable arnaque transgénérationnelle de Salomon Selam, parce que c'est un bouquin qui met en lumière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il est assez formidable. Tout ça pour dire que le psychologique, oui, ne fait pas tout. Après, il faut pouvoir travailler sur d'autres plans. Mais quand tu parles d'holistique, il faut tout faire. Et quelque part, travailler que sur le corps ne résoudra pas tout. Travailler que sur l'esprit ne résoudra pas tout. Par contre, travailler que sur le corps et à chaque fois apaiser un symptôme à l'instant T, c'est comme je dis, si j'avais fait que de l'acupuncture, peut-être que j'aurais apaisé mon symptôme, mais des poussées, si j'avais pas travaillé pour enlever un petit peu tous mes blocages et tout ce qui me sclérosait quand j'étais plus jeune, je pense que des poussées, j'en aurais fait plus. Ça, par contre, j'en suis persuadée. En gros, pour résumer, le côté agir sur la conséquence, le symptôme, si on n'agit que là-dessus, c'est une réflexion à court terme, voire à très court terme. C'est ma croyance. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vérifié par rapport à moi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. La première fois, j'ai fait des bolus de cortisone. J'avais pas du tout réglé le fond du problème. J'ai refait une poussée 4 mois après. Et ensuite. C'est ta croyance, mais c'est la croyance d'Hippocrate aussi. Hippocrate, oui. Rien. Oui, mais à part dans notre monde aujourd'hui occidental, avoir mis de la chimie partout, je suis désolée, mais même si on regarde, les Chinois, les Indiens, ils ont encore ça. Ils ont toujours ça. Typiquement, imaginons, j'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce qu'on va faire en France? On commence à revenir dessus en Occident. On commence à revenir dessus depuis peu de temps. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser. Alors que le Chinois, lui, le Chinois, c'est péjoratif quand je dis ça comme ça. Alors que les Chinois, eux, ils avaient, non mais ça fait très truc. Le Chinois, c'est peut-être là intelligent. Les Chinois avaient compris. Pour eux, à partir du moment où il y a douleur, il y a blocage de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire circuler l'énergie. Par conséquent, il faut refaire bouger tout doucement le bras. Typiquement, aujourd'hui, mes douleurs de sciatique, au début, on dit douleur de sciatique, ne pas marcher, se reposer, se reposer. Non, en fait, la douleur de sciatique, si elle est là, c'est parce qu'il y a un blocage de l'énergie dans le bas de mon dos, quelque chose qui ne va pas. Donc, par contre, c'est à travers la marche que, au fur et à mesure, je refais circuler l'énergie. Comme va le faire l'acupuncture. L'acupuncture, c'est quoi? C'est travailler sur les méridiens. Je travaille aussi beaucoup avec le l'EFT pour pouvoir faire les tapotis, pour pouvoir aller débloquer certaines parties. En fait, c'est travailler sur le corps, que ce soit même une maladie, c'est un blocage des énergies à travers les méridiens qui font ça. Aujourd'hui,
je dis pas la médecine traditionnelle a fait des choses magiques, on va pas se mentir. Les chirurgiens qui sont capables d'opérer à cœur ouvert font des miracles, font des choses qui sont incroyables. Mais je lisais ça, j'avais bien aimé l'expression, c'est le côté soigner uniquement avec la chimie qui me dérange. Pourquoi pas un petit peu de temps en temps pour vraiment aller travailler tout de suite dans le dur quand une personne qui a un cancer, j'accompagne des personnes qui ont des cancers, on va pas se mentir, le temps qu'elles comprennent, qu'elles mettent du sens, que ça soit, etc. Peut-être que pendant ce temps-là, il vaut mieux avoir une chimiothérapie aussi qui va venir tuer le truc. Les deux sont à prendre. Je dis pas, encore une fois, c'est la personne qui fait son choix. Moi, je n'impose rien. J'aide la personne à prendre conscience de ce qu'elle veut, elle. C'est juste ça, en fait. La thérapie, c'est accompagner la personne à se découvrir et prendre conscience de ce qu'elle veut, elle. C'est pas moi qui vais dire ce qu'elle doit faire. Mais effectivement, par rapport on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancée par rapport au conventionnel, l'allopathie entre générale, en règle générale, que j'ai envie de dire, mais on ne peut pas forger la croyance qu'il n'y a que ça. C'était quoi? C'était une expression que j'ai bien aimée. C'est aujourd'hui dans ce qu'on est aujourd'hui dans la médecine occidentale, c'est aller tuer un moustique avec un bazooka. Aller tuer quoi? Aller tuer un moustique avec un bazooka. Ça se tient, ça se tient. C'est-à-dire que le moustique, il y passe, on est d'accord, mais alors les répercussions autour et les dégâts autour, c'est pas toujours terrible. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé. C'est bien vu, c'est bien vu. Et c'est intéressant d'allier les deux, j'ai envie de dire. Par exemple, quand tu regardes le livre de Guy Corneau, Revivre, c'est Revivre, en effet, son cancer, les 3 qu'il a eu, il y avait une démarche forcément allopathique qu'il a pris, et à côté, il y avait travail alimentaire, énergie, etc. Bizarrement, comme disait sa cancérologue, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché. Moi, je connais une personne qui est thérapeute depuis très, très, très longtemps, qui a été diagnostiquée d'un cancer. Donc, comme quoi, tu vois, tu peux avoir ça fait 50 ans qu'elle travaille sur elle. Et elle a déclenché un cancer de l'utérus et du péritoine, qui est un cancer très, très, très agressif, très, très violent, avec des chances de survie très légères. Si elle avait pu, elle serait partie en Inde pour se faire soigner, mais avec le Covid, elle n'a pas pu partir, donc elle a fait elle a fait des chimios. Après, elle avait un réseau de fous pour travailler au niveau psycho, émotionnel. Enfin, elle connaissait beaucoup, beaucoup de choses. En plus, son mari travaille beaucoup sur les plans physiques, etc. Et elle en est sortie. Elle en est sortie et son médecin ne comprend pas. Et il lui a juste dit, ah si, vous en êtes sortie, mais par contre, il n'y a que 15% de chances de survie après un tel cancer. Elle lui a dit, ok. Elle lui a dit, et qu'est-ce qui vous dit que je ne fais pas partie des 15%? Elle dit qu'en fait, en fonction de vos statistiques, à quel moment vous dites que moi, madame, un tel, je ne fais pas partie de ces 15%? Comment vous pouvez le savoir? C'est carrément, puis le pronostic, l'estimation, parce que ça reste une croyance, le pronostic, c'est par rapport à ce qu'ils font d'habitude, elle fait différemment. C'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. Et en fait, ils sont estomaqués parce qu'après, elle a une sacrée ressource. Après, elle a une hygiène de vie irréprochable sur tout le reste. Après, elle, pour le coup, la nourriture, elle a arrêté beaucoup de choses. Comment? Il y a un réseau en plus. Oui, mais le réseau, ça se trouve. Le réseau, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, Internet est incroyable. Et puis, comme je dis toujours, la rencontre avec un thérapeute, c'est comme une rencontre amoureuse. La personne peut avoir tout de bon sur le papier, les meilleurs outils, les meilleures références, les meilleures formations, etc. Mais le contact va peut-être pas se faire à la rencontre. Et ça, c'est OK, en fait. C'est une question de personne à personne. Et la thérapie se fera bien. Et quelque part, je sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça, mais indirectement, ce qui va faire la personne avancer sur le chemin, ce sera peut-être parfois moins les outils que le thérapeute et le regard du thérapeute sur lui. C'est-à-dire que si le thérapeute a pleinement foi en la personne et en fait qu'elle va aller mieux, qu'elle va guérir, même si tu sais que je suis pas trop à l'aise avec ce mot-là, qu'elle va aller vers du mieux, qu'elle va s'apaiser, etc. C'est déjà 50% du travail fait. Après, c'est la personne d'aller se libérer de ses résistances, de tout ça, d'accepter de sortir de cet inconfortable confort, de toutes ces choses-là, en fait, de pouvoir être prête à bouger certaines choses, d'être prête à révéler certaines choses en elle, de changer tout simplement. Et comme le changement, il y a plein de choses qui viennent.
Mais le net est fait aujourd'hui, ce qui est formidable, et même moi, je m'y suis mise, et Dieu sait que pourtant, à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans, même dans les réseaux sociaux, dans tout ça. C'est aujourd'hui, tu peux voir des vidéos de personnes, donc tu peux sentir, les personnes viennent, racontent un petit peu comment elles travaillent, ce qu'elles font, tout ce qui est les manières de travailler, tu peux avoir des témoignages, tu peux contacter. Moi, pour retrouver des personnes, après, j'allais contacter des personnes qu'elles avaient suivies pour avoir le ressenti des personnes, pas que la thérapeute, parce qu'elle me vend sur le site, parce que c'est normal, tu cherches à présenter ton business de façon avantageuse. Et puis, quelque part, c'est aller contacter les personnes. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour le coup, c'est pour ça que je travaille beaucoup dans ma manière de fonctionner. C'est que les personnes, j'en ai beaucoup qui arrivent sur le web, par les réseaux sociaux, par mon blog, etc. Pour moi, je propose toujours un premier appel par téléphone gratuit et sans engagement pour qu'on se rencontre. C'est pas derrière, je fais pas, ce sera pas une séance de thérapie, ce sera pas, on va pas commencer à rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais je trouve que ce qui va faire 50% du travail pour la personne, c'est l'alchimie qui va se passer entre la personne et le thérapeute. Donc du coup, c'est ce premier échange. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Par conséquent, c'est déjà trouver les personnes qui ne proposent pas ça. En tout cas, vous précipitez pas parce qu'il faut que vous sentiez la personne, qu'au fond de vous, vous vous dites c'est juste pour moi, ce qu'elle propose, ça va être OK pour moi et c'est là que je veux aller. Ça, c'est le plus important, c'est 50% du travail de fait. Donc, le réseau, on peut le trouver. Aujourd'hui, Internet, c'est magique pour ça. C'est magique pour ça. C'est une ouverture à des tonnes de choses. Et puis, regarde, toi, ce que tu es en train de mettre en place. EDS, tu ouvres encore plus de portes là-dessus avec toutes ces possibilités de personnes, etc. Après, aujourd'hui, il n'y a qu'à aller piocher et qu'à faire une recherche de je cherche tel type de personne. Donc, ça ouvre énormément de portes. Le réseau, on peut le trouver. Après, c'est juste sentir la personne. Sentir la personne et se dire c'est avec elle que je veux travailler. Je sens que c'est juste pour moi. Et il y a 12 ans, c'est là que tu as eu le premier contact pour trouver un réseau, j'ai envie de dire. Pour toi, c'était plus dur, tu le sens? Répète, pardon, excuse-moi. C'était plus difficile de pénétrer un réseau, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Quelque part, tu me diras, les chiens ne font pas des chats. J'ai quand même la chance, ma mère était psy. Elle est devenue psy quand j'avais 15 ans et elle avait déjà son réseau sur Montpellier. C'est elle qui m'a fait découvrir le décodage biologique. Elle avait entendu parler de ce thérapeute. Elle ne le connaissait pas, elle n'avait jamais fait ça. Elle m'a dit, j'ai ça, je ne sais pas ce que ça vaut, est-ce que tu veux essayer? Moi, j'étais prête à tout. À 18 ans, c'est comme je voyais ma mère thérapeute, etc., c'est moi qui de moi-même ai voulu aller faire une première thérapie. De toute façon, quand on devient thérapeute, c'est pas pour rien. On devient thérapeute parce qu'on a des choses déjà, on a déjà fait soi-même un travail sur soi et on a déjà beaucoup travaillé sur soi et on avait des choses à. On ne devient pas thérapeute par hasard. C'est un métier qui est fascinant, mais qui est difficile, qui demande beaucoup de dons de soi. Et il faut avoir écumé beaucoup de choses de soi pour être en mesure de donner sans attendre en retour. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vont se lancer sur le marché en mode sauveur. Je vais sauver l'autre pour pas aller se regarder soi. Ça, c'est un des gros dangers de la profession que j'exerce. Et moi, ça me demande d'être en thérapie énormément aussi de mon côté pour être sûre que je suis hyper ancrée pour la personne que j'accompagne, que je parle que d'elle et pas de moi, en fait. D'accord. Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis que c'était important de bien, parce que ma mère était thérapeute, parce qu'elle avait déjà fait ce travail-là, ça m'a donné les bases pour me dire je vais moi aussi y aller. Parce que forcément, elle, c'était du lourd. Et moi, c'était du lourd aussi. Donc j'avais des choses à travailler. C'est peut-être pas pour rien que la maladie s'est déclarée aussi, que comme je dis, ça m'a forcé à sortir de mon inconfortable confort. Bien sûr. Et du coup, le fait d'avoir pris cette voie, tu sens que, comment dire, c'est une voie liée à tes parents ou alors, notamment à ta mère, ou alors tu sens que ça se voit que, à mon avis, tu vas répondre par l'affirmative. Tu sens que c'est une voie pour toi. Moi, c'est une voie pour moi. Moi, ce que je dirais, c'est pour ça que je dirais que la sclérose en plaques, ça m'a permis, je lisais pas mal de commentaires dans ce sens-là. Moi, il y a ce que j'étais avant la sclérose en plaques et ce que j'aurais pu être sans la sclérose en plaques. Je pense que j'aurais été très mal dans ma peau. Je manquais terriblement de confiance en moi. J'étais une sauveuse en puissance. Moi, je partais faire des ONG. Je travaillais dans les ONG, je travaillais à l'étranger. J'étais partie pour faire du terrain sur les ONG et des trucs
enfin, je travaillais dans tout ce qui était droit pénal international, donc travailler avec des victimes de crimes internationaux, c'était du très, très, très lourd. Je manquais de confiance en moi, mais c'était terrible, quoi. Si j'avais pu me cacher, c'était pour ça que je rigole beaucoup aujourd'hui à animer des vidéos et des lives. C'est, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Il y en a beaucoup, ouais. Ah ouais, non, c'est très. Moi, enfin voilà, j'étais un petit piou-piou d'échecs aussi sentimentaux, en échecs sentimentaux. Et quelque part, non, je pense pas que de moi-même je serais allée là-dedans. Mais cette maladie, comme je parle, elle m'a sorti d'un inconfortable confort. C'est-à-dire que j'étais pas bien dans ma peau. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais il a fallu que je touche le fond. Et c'est pour ça que je lisais un commentaire de quelqu'un qui disait c'est difficile quand on touche le fond. En fait, non. Parce que moi, il a fallu que je touche le fond pour me dire OK, là maintenant tu vas. Il faut que tu fasses autre chose. Donc, c'est là où j'ai commencé une thérapie beaucoup plus poussée entre décodage biologique. Et c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu formée pour avoir des bases là-dessus parce que je trouve que c'est un outil formidable. Mais une thérapie, enfin, sur tous les plans, sur plein de trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à avancer sur moi. Et après, au fur et à mesure, c'était si j'ai eu cette maladie et tout ce que j'ai découvert de moi et l'apaisement que j'ai eu, c'est pour en faire quelque chose. C'est pas anodin. J'ai pas traversé tout ça pour rien, en fait. Et aujourd'hui, l'apaisement que j'ai, c'est pour pouvoir l'offrir à d'autres personnes et pouvoir proposer cet outil-là aussi à d'autres. Et c'est là où après, de fil en aiguille, j'ai fini par me former pendant 2 ans, 3 ans, en parallèle de mon boulot, que j'avais créé le blog même avant même de commencer. En fait, historiquement, j'avais créé le blog pour partager mon histoire. Ça remonte à il y a 4-5 ans. Et le blog prenant beaucoup de personnes qui venaient me poser des questions, qui venaient me dire, voilà, j'ai ceci, etc. Je me suis dit, mais j'ai pas les outils pour les accompagner parce que ce qui vaut pour moi peut très bien ne pas valoir pour les autres. Donc, j'ai pas à être sauveuse ou, comme dirait maintenant, ce concept influenceuse Instagram, que je le déteste. Mais pour dire, moi, j'ai trouvé la solution, pump it up, faites comme moi. Pour moi, c'était pas juste. Donc, du coup, c'était, mais comment je peux aider les personnes, accompagner les personnes à se découvrir et trouver ce qui est juste pour elles. Et c'est là où, après 2 ans de blog, je me suis dit, il est temps désormais que j'aille me former. Et c'est là où j'ai rencontré cet institut Cassiopée où je me suis formée pendant 2 ans. Et puis, au fur et à mesure, après la thérapie, le côté psychopraticienne, enfin, psychothérapeutique, c'était, maintenant, il y a la sophrologie. Un jour ou l'autre, je me formerai en énergétique aussi pour avoir une approche encore plus holistique, mais là, je suis en plein dans la sophrologie. Une corde d'alarme, quoi, une corde de plus. Ah oui, le but, c'est d'avoir… de toute façon, je pense que quand je vois quand je vois le centre de formation, la personne qui l'anime, c'est à raison d'une formation par an. Je trouve qu'en 3 ans, j'en ai fait beaucoup entre la psychogénéalogie, la thérapie, enfin 2 ans de thérapie pour l'accompagnement psychologique, la sophrologie où je suis en plein dedans. Et puis je commence j'ai de plus en plus de personnes et mon agenda se remplit où je n'ai plus vraiment le temps de mettre tout en même temps, quoi. Donc, du coup, je fais. Et puis, encore une fois, l'hygiène de vie sur laquelle je veille énormément à être bien pour pouvoir justement continuer à apporter un maximum. C'est marrant parce que, je sais qu'il y en a qui ont du mal à entendre ça et en fonction de l'étape où on est, ça peut être difficile. C'est quasiment un révélateur de la sclérose en plaques. Et j'ai envie de dire, c'est pas grâce à la sclérose en plaques. J'aime bien l'idée de se dire que c'est à cause de ce qui arrive et grâce à ce qu'on en fait, c'est le plus important. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'irai même plus loin pour dire que c'est sortir un petit peu de voir l'événement comme des choses, comme des fins en soi, en fait. Tout n'est qu'expérience. L'arrivée de la sclérose en plaques dans ma vie a été une expérience de plus. C'était une expérience de vie, quelque chose. Après, c'est comme tu le dis très justement, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait. À quel moment je décide d'être complètement en mode victime, pauvre de moi, à attendre le médecin surpuissant qui va me soigner, qui va m'apporter le traitement miracle qui fera que je vais en sortir. Ou est-ce que je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Comment je redeviens acteur par rapport à ça? Si c'est venu se mettre dans ma vie, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Comment je peux agir sur l'origine du dysfonctionnement? Comment je peux travailler sur ça? En continuant de travailler sur le corps, peu importe par n'importe quel traitement, que ce soit allopathique, que ce soit autre chose, etc. Mais comment je peux en fait qu'est-ce que je peux mettre en place pour comprendre ce dysfonctionnement. Mais de la même façon que tu vis un deuil, tu vis un accident de la route, tu vis quelque chose de très très mal, tu vis une séparation. Quand on vit une séparation, c'est tout simplement à un moment là de faire une introspection, de dire qu'est-ce qui a bugué?
qu'est-ce que je peux faire pour éviter de reproduire ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ce sont toutes ces expériences, plutôt que de les voir comme une fatalité, comme c'est pauvre, c'est terrible, la vie m'envoie ça, j'ai pas de chance. Et le côté Calimero, que j'ai pas de jugement là-dessus parce que Dieu sait que j'ai été Calimero au début, c'était tellement plus confortable. C'était un inconfortable confort d'être Calimero. C'était plus facile. Mais c'est OK, mais concrètement, après, qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Et comment je peux traverser cette expérience et en tirer quelque chose, un bénéfice pour moi? Qu'est-ce que je peux mettre comme sens et me dire, voilà, désormais, il y aura autre chose derrière. C'est comme les poussées, je ne les vois pas comme ma maladie a encore frappé. C'est une nouvelle expérience. Tiens, ma sclérose en plaques vient me dire quelque chose. Là, qu'est-ce que je peux comprendre autour de ça? Voilà, au bout de quelques mois, c'était remis. Je ne dis pas que je n'ai pas travaillé sur le corps. Il faut. Quand c'est en dysfonctionnement, il faut travailler sur le corps, peu importe la méthode. Mais c'était OK. Et en fait, pour moi, le côté psycho, c'est comme la vue d'ensemble. Le travail sur le corps, c'est tous les petits emboîtements, un petit peu comme le côté, ce que tu disais tout le temps, le N, et puis après les N1, N2, N3, etc. C'est comme si le côté mental, c'est une fois que je me connais parfaitement, je sais ce qui est bon pour moi, et tiens, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai besoin de prendre? Quel outil? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Et je vais piocher. Mais du coup, il y aura toujours cette partie, et une fois que j'ai mis ça pour apaiser le symptôme, pour me faire du bien, etc., au-dessus, c'est le côté psychologique. Qu'est-ce que j'en fais en fait de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé là pour moi? C'était quoi là, cette épreuve-là? C'est marrant parce qu'on voit vraiment le côté, je trouve ça formidable dans ton expérience, on voit le côté acteur, c'est primordial, et on voit le côté, tu faisais le geste, la vision globale, tu la faisais vis-à-vis de la psyché, mais on sent que c'est un ensemble, c'est pas que un élément prendre, que ce soit pilule, plante ou je sais pas quoi, mais agir sur un seul élément, c'est l'ensemble. En fait, c'est pour ça que c'est comprendre la corrélation entre les différents corps. Si tu agis que sur le corps physique tout seul, les éléments vont pas passer. Si tu agis sur le corps mental, éventuellement, ça prendra beaucoup de temps, ça peut descendre au fur et à mesure. Mais ça ne va que dans le côté descendant, en fait. Le corps, c'est le tout dernier. C'est le corps matériel, physique. Enfin, voilà, si tu veux, c'est un petit peu là-haut, ça chapeaute tous ces différents corps. En travaillant sur le corps énergétique, tu peux travailler directement sur le corps physique. C'est toujours descendant. En travaillant sur la partie, le corps émotionnel, tu peux traverser, etc., etc. Mais le mental, là-haut, c'est comme une marionnette articulée, en fait. C'est ça. Tu agis là-haut et le corps, il bouge. C'est un peu ça, exactement. Mais ça prend beaucoup plus de temps que la marionnette. De quoi? Ça prend beaucoup plus de temps que la marionnette. Des fois, on agit directement sur la marionnette parce que c'est nécessaire. Ah, parce que c'est nécessaire et il faut. C'est quand on va être obligé d'arrêter le live. Je pense que je resterai des heures à parler. J'ai plein de trucs qui me venaient en tête, la perception, etc. Mais on va. Tu avais dit que j'ai la tchatche. Après, à mon avis, il faudra qu'on planifie d'autres choses. Des thèmes, je ne sais pas quoi, mais il faudra qu'on planifie des thématiques, je pense. Ah si un jour tu veux parler de la psychogénéalogie, avec grand plaisir. Ouais, je pense, ouais. À mon avis, je ne sais pas dans les commentaires, mais s'il y en a qui pensent qu'on peut faire des thématiques, moi, je suis preneur, carrément. N'hésitez pas, même pour la partie émotionnelle, si vous voulez qu'on aborde un jour. Moi, le week-end, non, parce que justement, dans mon hygiène de vie, je prends mes week-ends pour me reposer. De mes semaines qui sont assez intenses, mais en semaine comme ça, et puis n'hésitez pas à trouver d'autres horaires. Moi, je m'adapte en fonction, il faut juste le prévoir un petit peu à l'avance, que je bloque ce créneau-là d'une heure entre deux rendez-vous, et en semaine, je peux réanimer quand vous voulez. J'ai la tchatche. Prévoyez une heure. Je te remercie beaucoup pour le témoignage. Merci à toi, Christophe. Très belle journée à vous tous. Et puis, de quand? Pardon? Tu as dit quoi? Je n'ai pas capté. Tu dis merci beaucoup. J'ai entendu que tu as parlé, mais je ne sais pas quoi. Non, j'ai dit merci beaucoup à vous tous. Très belle journée à vous. Et merci Christophe pour cette occasion et merci pour tout ça. Niveau émotion et sommeil, oui. En plus, avec la sophrologie, je travaille beaucoup sur le sommeil. Il n'y a pas de souci. Il y a du com, c'est bien, mais que ça bouge. Du coup, Patrick, tu peux revenir et stopper quand tu veux. C'est OK pour nous, en tout cas. Eh je te laisse, toi, me dire en fonction de tes créneaux et puis on en reparlera. Avec grand plaisir. Belle journée à vous tous. Belle journée à toi, Christophe.
Ouais, toi aussi. Tu Pareil. m'entends bien? C'est bon? Oui. Merci. Je vous embrasse tous.